Mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle édition du journal de Viva. Bonsoir à tous. Dans les actualités de ce jour, page politique pour commencer. Je n'ai jamais signé de document de remboursement de frais médicaux d'une valeur de 20 millions d'ariars, ni de crédit téléphonique de 70 millions d'ariars par an au sein de la région Analamanga, a martelé le gouverneur de la région Analamanga aujourd'hui, répondant à la publication d'une page sur Facebook. Il ne s'agit que d'accusations gratuites et de rumeurs non fondées, selon toujours ce responsable aujourd'hui durant le rituel de la levée de drapeau à Mbouda. Les détails sur les images de Zahara Jansu. Cette publication de la page Facebook Madagascar Liberté, sortie hier dimanche, 2 jours après que le gouverneur de la région Analamanga et le vice-président de l'Assemblée nationale de la province de Tuliar aient été invités sur l'émission Kouroubou de Viva. Est-ce une coïncidence ? En tout cas, cette publication accuse le gouverneur de la région Analamanga, Eraso Marmak, d'avoir perpétré des actes de détournement de fonds au sein de la région Analamanga en affirmant qu'il aurait signé des documents de remboursement de frais médicaux d'une valeur de 20 millions d'ariars pour son staff et 70 millions d'ariars destinés au crédit téléphonique et étaient détournés par ce dernier, sans parler des accusations de mauvais traitement du personnel ou le manque de résultats au sein de la région Analamanga. Le gouverneur de la région Analamanga a directement répondu à cette accusation en commentant sur son propre compte la publication. Et aujourd'hui encore, durant la séance de levée de drapeau de la région Analamanga, il a démenti ces accusations en affirmant que des fois, il est important de répondre et de ne pas rester silencieux face aux accusations pour que la vérité ne soit pas submergée par les rumeurs. Je n'ai jamais signé des documents de remboursement de frais médicaux d'une valeur de 20 millions d'ariars, ni de crédit téléphonique de 70 millions d'ariars par an au sein de la région Analamanga, a martelé le gouverneur de la région Analamanga. Tout ce qui est finance au sein de la région Analamanga respecte les procédures d'allocation des budgets de l'État, souligne de son côté le DAF de la région Analamanga aujourd'hui. Dans la foulée, le gouverneur de la région Analamanga a exhorté les responsables étatiques, les responsables de l'État, à apporter des explications sur leurs tâches afin que le peuple puisse connaître les travaux auxquels l'État se concentre et ne pas attendre les rumeurs pour expliquer tel projet ou tel sujet qui pourrait être polémique. Chacun doit faire le rapport des responsabilités que le président de la République lui a confiées, souligne Eraso Marmak. Aucune institution et aucun ministère ne devrait minimiser la communication, a-t-il réitéré. Et dans les actualités de ce jour également, l'État Malagasy finalise les préparatifs pour l'accueil du 5e sommet de la Commission de l'Océan Indien sous la houlette du ministère des Affaires étrangères malagasy en cette dernière semaine avant le rendez-vous officiel. Toutes les parties prenantes, les institutions, les ministères, mais aussi le secteur privé se donnent la main pour que ce sommet se tienne dans les normes et garantisse un résultat optimal. Et dans cette optique, une signature de convention a été faite entre le ministère des Affaires étrangères et le secteur privé en fin de semaine. Reportage toujours sur les images de Zahara Jansu. C'est une première pour Madagascar d'accueillir le sommet des chefs d'État de la Commission de l'Océan Indien au COI qui se tiendra le 24 avril prochain à Antananarivo. Madagascar est actuellement à la tête du secrétariat général de la Commission de l'Océan Indien pendant 4 ans. Il s'agit alors de confirmer son engagement envers l'Indiano-Océanie. Madagascar accueillera des présidents et des chefs du gouvernement, ce qui requiert toute une organisation. Il est à rappeler que la Commission de l'Océan Indien est une structure qui regroupe les pays insulaires de l'Océan Indien, notamment les Comores, la Réunion, les Seychelles, l'île Maurice et Madagascar. Le sommet se concentrera sur les défis majeurs auxquels sont confrontés les pays insulaires, à savoir la santé, l'environnement, la sécurité, l'économie, mais aussi les échanges commerciaux afin de mettre en place des stratégies prioritaires. Ainsi, le sommet de la Commission de l'Océan Indien se tiendra à Madagascar avec pour thème la sécurité et la souveraineté alimentaire pour le développement du marché de l'Océan Indien. Madagascar est déjà en plein dans la préparation de ce sommet, affirme la ministre des Affaires étrangères. Et dans cette optique, le secteur privé donne également la main et contribue à son niveau à la tenue de ce sommet pour garantir une réunion aux normes internationales et à l'image de la nation. Cet appui du secteur privé a été confirmé par une signature de convention entre le MAE et 4 entreprises du secteur privé en fin de semaine. Accueillir cet événement, c'était vraiment un grand défi. C'est d'abord une prouesse diplomatique. Et aujourd'hui, en unissant nos forces, nous prouvons à tous nos États membres partenaires dans l'océan Indien que Madagascar veut assumer son leadership. Vous savez,
Ce sommet devait se tenir en 2020. 5 ans après, nous relevons ce défi. Et je suis sincèrement soulagée parce que vous avez répondu à notre appel. Aujourd'hui, je ne vais donc pas faire de grands discours, je vais simplement dire merci. Merci pour votre sensibilité, puisque vous avez compris que accueillir un sommet, ce n'est pas le travail d'un seul ministère, c'est vraiment l'effort de tous. C'est un engagement collectif. Ça ne se fera pas en restant chacun dans son coin, en travaillant en silo. Nous réussirons ensemble ce sommet grâce à votre engagement, à tous et à chacun. Selon les informations, des responsables des pays invités sont déjà à Madagascar pour préparer l'arrivée de leur délégation officielle, dont quelques-unes seront dans nos murs à partir de cette semaine. Le budget de 10 millions de dollars évoqué par le député président de l'opposition commandant de la Banque mondiale destiné à Touliar fait en réalité partie du CERC, un fonds prévu pour répondre rapidement aux catastrophes naturelles. Le ministre de l'économie et des finances, Rabarnirinarsson Rinja Asmbel, affirme que le CERC n'est pas un fonds prédéfini et qu'il nécessite une demande officielle et une approbation de la Banque mondiale avant toute utilisation. Les détails avec Ruth Christelle Rakut-Malal. Depuis 2023, la Banque mondiale a alloué un financement de 250 millions de dollars pour des projets d'aide à la population gérés par le ministère de la Population. Ce financement couvre plusieurs projets dont le CERC, Contingency Emergency Response Component, un fonds dédié à la réponse rapide face aux catastrophes naturelles. Selon le ministre de l'économie et des finances, Rabarnirinarsson Rinjasembel, aucune destination précise n'est fixée à l'avance pour ce budget. Son déblocage dépend de la situation et doit être approuvé par la Banque mondiale avant toute utilisation. Le ministre dément les propos du député président de l'opposition selon lesquels 10 millions de dollars auraient été spécifiquement attribués à Touliar. Cependant, Touliar n'a pas été en reste. Une aide de 2 870 000 dollars a bien été accordée à la population locale et ont profité à 51 000 personnes. Le ministre appelle l'ensemble de la population à rester calme et à ne pas se laisser influencer par les rumeurs propagées par les fauteurs de troubles. Et la réunion au sommet des pays membres de la SADC dans le cadre de l'entretien des routes se tient actuellement à Madagascar. L'un des sujets abordés lors de ce sommet est l'entretien des routes suivant les technologies. Le ministre des Travaux publics, Rafidsan Richard Théodore, a souligné que la gestion du budget pour l'entretien des routes à Madagascar est totalement transparente. Reportage de Radhaman Azatov sur les images de Secha Anjenap. Outre Madagascar, qui est le pays hôte, nous accueillons 7 pays membres de la SADC, à savoir l'Angola, le Lesotho, le Malawi, le Mozambique, la Namibie, la Zambie et le Zimbabwe, pour la tenue de la réunion au sommet sur l'entretien des routes. Si les ristournes sur le prix des carburants constituent le fonds routier, il existe actuellement des voitures électriques. Ainsi, il est important de concerter sur l'évolution de la technologie en matière d'entretien des routes, laquelle fait partie des sujets abordés lors de cette réunion au sommet, selon le ministre des Travaux publics. Cette réunion s'aligne avec la préparation de la réunion de la SADC qui se tiendra dans le pays au mois d'août prochain, selon les explications. Cette réunion apportera également un nouveau souffle sur l'entretien des routes à Madagascar. Le ministre des Travaux publics a souligné que la gestion du budget d'entretien des routes à travers le fonds routier est totalement transparente. Concernant le budget alloué par les compagnies pétrolières dans la caisse de l'État, il a affirmé qu'une nouvelle convention de partenariat a été déjà établie vers la fin de l'année 2024 et un calendrier est déjà mis en place pour l'allocation de ce budget pour les compagnies pétrolières, une nouvelle convention de partenariat qui a porté de bons résultats durant le premier trimestre de cette année 2025. Et le ministère de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène organise une semaine nationale de l'eau les 16, 17 et 18 avril prochains au stade Barriam à Masne sous le thème « Valorisation des ressources en eau pour le développement durable ». Cette première édition constitue un événement clé pour la promotion de l'accès à l'eau potable et la sensibilisation à son rôle essentiel pour le développement durable d'après les explications du ministre de l'eau, Lalen Ndian Melassou, qui a officiellement présenté cette
cet événement aujourd'hui. Des expositions, des conférences ainsi que des inaugurations seront organisées durant ces 3 journées de Semaine nationale de l'eau. Reportage de Miervoulet-Sferen et Brasdenilson. Actuellement, le taux d'accès à l'eau potable a atteint 55,8% si le taux en 2018 était de 43%. Ces 12% d'amélioration en moins de 7 ans témoignent des efforts considérables entrepris par le gouvernement par le biais du ministère de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène. D'ailleurs, l'accès à l'eau constitue une priorité du gouvernement malagasy, notamment face aux défis posés par le changement climatique qui touche le monde entier. Toutefois, beaucoup reste à faire dans le secteur eau, surtout du fait que les infrastructures existantes actuellement ne sont plus adaptées à la croissance démographique. Par exemple, pour Antananarivo, les infrastructures étaient initialement construites pour 300 000 habitants, alors que la capitale compte actuellement 5 millions d'habitants. Les besoins en eau de la capitale sont d'environ 3 millions de mètres cubes par jour, mais nous sommes confrontés à un gap d'1 million de mètres cubes par jour d'après les explications du ministre de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène, Laine Angianamelasso. Les stratégies pour pallier tout cela reposent sur la construction de réseaux adaptés à la croissance démographique actuelle, mais également sur la mise en place des infrastructures visionnaires pour les prochaines décennies. Les partenaires techniques et financiers accompagnent le gouvernement dans la mise en œuvre de ces stratégies, selon la représentante résidente de l'UNICEF, et cela en mettant en place une bonne coordination et planification. L'eau, on vient d'avoir le sommet sur la nutrition pour la croissance, et on va avoir un sommet sur la sécurité alimentaire et la nutrition de la Commission de l'océan Indien. L'eau, c'est absolument un facteur clé pour tout ce qui est nutrition et sécurité alimentaire. Pas seulement pour faire pousser des cultures, mais aussi parce que les enfants qui boivent de l'eau de mauvaise qualité, ils ont la diarrhée, et la diarrhée entraîne la malnutrition. Donc on voit comment l'eau peut être un facteur clé dans ce domaine-là. Et bien sûr, par rapport à l'impact des changements climatiques aussi, beaucoup de travail est fait, je pense, par l'ensemble des partenaires, et je pense que d'autres vont pouvoir le dire. Mais par exemple, en tant qu'UNICEF, nous avons investi dans les mesures pour mesurer la nappe phréatique, donc savoir si en fait l'eau qui est au sous-sol est en train de diminuer, et ça nous permet d'avoir un système d'alerte précoce pour dire attention, l'eau est en train de diminuer, essayons de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter de tomber dans une sécheresse comme on a connu en 2021-2022. Donc c'est ce genre de mesures aussi que nous devons prendre pour essayer de créer une plus forte préparation pour que les impacts de ces changements, que ce soit la sécheresse, mais c'est aussi les inondations qui contaminent souvent les points d'eau, qu'on soit préparé et qu'on puisse répondre à ça en temps voulu. Donc ça, c'est aussi une des fortes mesures que les partenaires font pour appuyer Madagascar et le gouvernement. WaterAid œuvre également dans cet accompagnement du gouvernement. Il est focalisé dans le sud de Madagascar, plus précisément à Ambossar Sud et à Mvumbe. WaterAid travaille en étroite collaboration avec les communes en mobilisant les ressources nécessaires afin de faciliter l'accès à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène dans ces zones. Et WaterAid, actuellement, nous soutenons l'accès à l'eau, notamment à l'eau, l'assainissement et l'hygiène. Nous travaillons sur la triade, notamment dans le sud, en Ambossar et en Mvumbe, où nous accompagnons les communes à développer leur plan d'accès universel à l'eau potable, à l'assainissement et à l'hygiène. Et ensuite, nous allons les soutenir et pour qu'ils puissent également avoir les moyens de financer ce plan, parce que ça demande beaucoup de ressources. Et c'est important que aussi bien les utilisateurs eux-mêmes, donc la population elle-même, contribue à partir des taxes qui sont payées, mais également qu'il y ait un système qui permette également un financement sur le long terme. Et donc les communes vont être accompagnées pour pouvoir mobiliser ces ressources-là pour permettre la mise en œuvre de leur plan et permettre à toutes les personnes dans ces communes-là d'avoir accès à de l'eau potable et un bon assainissement. Et également, nous soutenons l'approche d'intégration de l'eau et prenant en compte le changement climatique pour nous assurer que les infrastructures qui sont développées tiennent compte
des changements à plus long terme qu'on pourrait avoir sur le climat et que cela puisse être pris en compte dans le dimensionnement des ouvrages pour qu'elles puissent résister au-delà lorsqu'il y a des impacts. Et non seulement résister, mais aussi qu'on puisse avoir un système en place qui permette l'entretien de ces ouvrages-là et la réhabilitation au fur et à mesure qu'il y a des impacts sur les ouvrages. Donc voilà un peu ce que nous faisons en ce moment pour soutenir le ministère de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène dans son combat pour l'accès à l'eau, l'assainissement et l'hygiène à Madagascar. La semaine de l'eau qui se tiendra au Stade Barilla les 16, 17 et 18 avril prochains réunira divers acteurs du secteur, notamment les autorités publiques, les partenaires techniques et financiers, les ONG, le secteur privé ainsi que la société civile. Cet événement est placé sous le thème « Valorisation des ressources en eau pour le développement durable ». Parce que les ressources en eau, en surface et souterraines, tiennent une place importante dans le secteur eau. Pour ce qui est des eaux souterraines, Madagascar n'en a exploité jusque-là qu'environ 3%. Le ministre de l'eau a souligné l'importance de préserver les ressources en eau qui sont actuellement menacées par diverses pressions faites par l'homme, comme la salubrité, le gaspillage et bien d'autres. Ainsi, la SNE offrira une occasion d'échange sur les enjeux actuels liés à l'eau et de renforcer la collaboration entre tous les acteurs pour garantir un accès à l'eau potable. Cette semaine sera également une opportunité de sensibilisation du public et des décideurs sur l'importance de l'eau pour la santé, l'éducation, la souveraineté alimentaire et le développement économique. Des expositions, des conférences et des inaugurations seront ainsi organisées pour mettre en valeur des actions en cours et les solutions à mettre en œuvre. Et puisqu'on a parlé de l'eau, parlant énergie, toujours dans cette page sociale, 90% des Malagasy utilisent encore du charbon et du bois de chauffe actuellement. Le défi de Madagascar est que 50% des Malagasy puissent utiliser des énergies renouvelables, selon le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures. La vulgarisation de l'utilisation des énergies renouvelables avance actuellement au niveau de la région Anos, avec un partenariat entre l'État et le secteur privé. Anienne Martina nous en dit plus. La région Anos s'oriente désormais vers l'utilisation d'énergie propre. Cette région utilise beaucoup de charbon de bois et de bois de chauffe pour la cuisine. La consommation et les besoins en bois de la région atteignent jusqu'à 200 tonnes par jour. L'utilisation d'énergie propre à partir de maintenant vise à provoquer des changements majeurs dans les secteurs de l'énergie et de l'alimentation et surtout dans la protection de l'environnement. 960 ménages de la commune de Soniran ont officiellement bénéficié du projet baptisé Manassou. Des cuiseurs à économie d'énergie qui utilisent du bois et du charbon et qui peuvent économiser jusqu'à 65 à 70% des besoins en bois et réduire les émissions de CO2 jusqu'à 80% ont été distribués. Ce projet répond donc pleinement à la vision du gouvernement d'initier les ménages malagasy à l'utilisation des énergies propres. Le pays est confronté à un énorme défi en termes de capacité à diffuser l'utilisation des énergies propres, a déclaré le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures. Le projet vise à distribuer 120 000 cuiseurs pour 90 000 ménages dans les 3 districts qui composent la région Anos. Néanmoins, cela ne s'arrête pas à la distribution. En effet, il existe un partenariat entre les bénéficiaires pour continuer sa vulgarisation, permettant d'obtenir de bons résultats en termes de protection de l'environnement, selon les explications. Les mesures ont été renforcées au niveau des gares routières à l'approche des vacances de Pâques. Les tarifs ne devraient pas connaître d'augmentation selon le responsable de la gare Maki Andotapének. Aujourd'hui, depuis samedi dernier, le nombre de véhicules au départ de la capitale a augmenté de 36%. Reportage signé Vanessa Mihai et Yves Janel. Le respect des cahiers de charges et des mesures mises en place par tous les chauffeurs est strictement surveillé avant le départ de chaque véhicule au niveau des gares routières, notamment le poids des bagages. Depuis la fin de la semaine dernière, début des vacances de Pâques, les responsables au sein de la gare d'Andotapének constatent l'augmentation des passagers qui partent vers les régions. Si 85 taxi-brousses partaient de cette gare routière chaque jour auparavant, ils étaient 116 samedi dernier. Les frais de transport ne devraient pas connaître d'augmentation selon les explications.
Les responsables au sein des gares routières exhortent les conducteurs à rester prudents et à suivre les consignes de sécurité pour écarter tout danger. Et dans la page sportive de ce soir, les groupes A, B, C, D sont entrés sur le terrain aujourd'hui pour le début du tournoi de football pour la catégorie des moins de 17 ans organisé par Viva ou Viva Football U17. Il s'agit de la 3e édition avec 32 équipes en lice. La première journée de ce tournoi a débuté aujourd'hui. Anzara Zonerville. Viva Football U17, le tournoi de football pour les moins de 17 ans, a débuté au stade CFFA Diavlo à partir d'aujourd'hui. 32 équipes sont en compétition et sont réparties en 8 groupes. Pour aujourd'hui, les groupes A, B, C et D ont affronté la première journée de la phase de groupe. Le match entre l'Espoir Mada et la S Jet Mada a débuté le tournoi. L'Espoir Mada s'est imposé par 2 buts à 1 face à l'S Jet Mada. Le suivi des directives établies a apporté le succès pour l'Espoir Mada. Cependant, le tournoi n'est pas encore terminé pour la S Jet Mada car il peut encore apporter des améliorations sur leur jeu. Quant au résultat de l'autre match du groupe A, le FMA a vaincu Niave FC par 2 buts à 1. Voici les résultats de tous les matchs d'aujourd'hui. LGA FC a été vaincu par Changest d'1 but à 0. JSEM a vaincu le 67 FC sur 2 buts à 0. Dans le groupe C, Étoile Mada a été vaincu par le CFFA de 6 buts à 0. FC Fix a vaincu l'Unity City par 1 but à 0. Dans le groupe D, Sinaya FC a vaincu l'Académie Fève d'1 but à 0. L'UEFA a vaincu l'UFA Sabnam d'1 but à 0. Et c'est ce qui nous conduit aux actualités internationales de ce soir. Le général putschiste tombeur de la dynastie Bongo, Brice Clotaire Oligui Nguema, a été élu président du Gabon avec plus de 90% des voix, 19 mois après son coup d'État du mois d'août 2023. Les détails avec France 24. 19 mois après son coup d'État d'août 2023, c'est dans une atmosphère triomphante que le général Brice Oligui Nguema accède au poste de président du Gabon. Oligui Nguema Brice Clotaire, 212 805, soit 93,11%. Il est élu pour 7 ans avec un score de plus de 90%. Le général putschiste tombeur de la dynastie Bongo obtient des pouvoirs élargis par la nouvelle constitution gabonaise. Retour en 2023. Il est désigné à la tête du Gabon après le putsch qui met un terme aux 55 années de pouvoir de la dynastie Bongo et est porté en triomphe par ses soldats dans les rues de la capitale. Il était pourtant lié à la famille présidentielle, sa mère étant apparentée à l'ancien président Omar Bongo, qui l'a placé sous l'aile d'un général de haut rang. Formé à l'Académie royale militaire de Meknès au Maroc, il devient l'aide de camp de l'ancien chef d'État. Il reste d'ailleurs à ses côtés jusqu'à sa mort en 2009. Mais se brouille avec une partie du clan Bongo et est envoyé en service à l'étranger, au Maroc, puis au Sénégal. Il passe 10 ans loin de son pays. En octobre 2018, un accident vasculaire cérébral affaiblit considérablement le président Ali Bongo. Brice Oligui Nguema est alors rappelé par le chef d'état-major, un ami d'enfance, peu après une tentative de coup d'État infructueuse en début 2019. Il prend en 2021 la tête de la garde républicaine. Réputé francophile, très apprécié de ses hommes, il mène à bien un coup d'État qui annule la réélection d'Ali Bongo. L'entreprise Meta, maison mère de Facebook, est attendue au tribunal à Washington aujourd'hui pour l'ouverture d'un procès que son patron Mark Zuckerberg a tout fait pour éviter. Si le géant des réseaux sociaux perd, il pourrait être forcé de se séparer d'Instagram et WhatsApp. France 24. C'est un procès majeur dans l'univers de la tech américaine, avec à la clé un possible démantèlement de l'empire de Mark Zuckerberg. L'autorité américaine de la concurrence accuse Meta, maison mère de Facebook, d'avoir bâti illégalement un monopole sur le marché des réseaux sociaux en rachetant Instagram et WhatsApp en 2012 et 2014, étouffant ainsi toute concurrence potentielle. Au cours du procès, l'autorité antitrust va tenter de démontrer que le monopole de Meta a des répercussions néfastes pour les usagers. Un procès initié en 2020
Plusieurs États fédérés avaient ensuite rejoint l'action lancée par l'autorité de la concurrence. En utilisant ses vastes réserves de données et d'argent, Facebook a écrasé ce que l'entreprise percevait comme des menaces potentielles. Facebook a réduit les choix offerts aux consommateurs, ils ont étouffé l'innovation et ils ont dégradé les protections pour la vie privée de millions d'Américains. En face, les avocats de Meta affirment que l'entreprise a toujours opéré avec honnêteté et que l'autorité de régulation avait à l'époque approuvé les acquisitions d'Instagram et WhatsApp. Depuis quelques mois, Mark Zuckerberg s'est rapproché de Donald Trump. Pour plaire aux locataires de la Maison-Blanche, Meta a nommé des républicains à des postes importants. Facebook a mis un terme au fact-checking et aussi mis le frein sur la modération de contenu. Selon le Wall Street Journal, l'objectif de ce lobbying serait d'obtenir un abandon des poursuites ou au moins un règlement à l'amiable. Et le président chinois Xi Jinping a dénoncé aujourd'hui le protectionnisme qui mène nulle part au moment d'entamer une tournée en Asie du Sud-Est pour renforcer les relations commerciales de Pékin en pleine guerre douanière avec Washington. France 24 toujours. Première étape de cette tournée de Xi Jinping dans la région, Hanoï au Vietnam. Objectif, contrer les droits de douane prohibitifs 145% imposés à Pékin par Donald Trump. Aucun gagnant ne peut émerger d'un tel conflit commercial selon le président chinois. Si Pékin reconnaît une situation difficile, elle ne s'avoue pas vaincue. Les exportations chinoises sont certes confrontées à une situation extérieure complexe et grave, mais le ciel ne nous tombera pas sur la tête. Pour tenter de compenser la baisse annoncée des échanges avec les États-Unis, Xi Jinping cherche d'autres débouchés pour ses exportations et veut présenter la Chine comme un partenaire stable. Il s'est exprimé dans un journal vietnamien. Nos deux pays doivent fermement préserver le système commercial multilatéral, la stabilité des chaînes industrielles et d'approvisionnement mondial, ainsi qu'un environnement international d'ouverture et de coopération. Le Vietnam est déjà un partenaire commercial majeur de la Chine. En 2024, il a importé 162 milliards de dollars de produits chinois devant la Malaisie. Les pays du bloc régional formé par l'ASEAN sont d'ores et déjà les premiers débouchés commerciaux de la Chine, avec 586 milliards de dollars de biens au total. Après le Vietnam, Xi Jinping se rendra en Malaisie de mardi à jeudi, avant de terminer sa tournée par le Cambodge. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, pour ce lundi soir. Nous vous remercions de votre fidélité. Restez avec nous. Dans quelques instants, vous allez suivre votre série Squid Game, saison 2, sur ce très bonne continuation et très bonne soirée sur Viva. À demain. Au revoir.